Bonjour à tous, je suis ravie d'être ici pour vous parler de la santé mentale, enjeu du siècle. Donc, je m'appelle Fanny Jacques, je suis médecin psychiatre, moi, de formation. Et il y a quelques années, après une dizaine d'années d'installation dans un cabinet libéral, j'ai décidé de monter une société digitale en psychiatrie. Parce que je trouvais que la santé mentale, c'était un petit peu le parent pauvre des spécialités médicales en termes d'innovation. On était un peu poussiéreux, je trouvais, et du coup, c'était un cercle vicieux. Comme on n'innovait pas beaucoup, les jeunes internes et les jeunes psychiatres, enfin les jeunes médecins ne choisissaient pas la spécialité de la psychiatrie, alors qu'à côté de ça, le besoin augmentait. J'avais vraiment envie de réfléchir à construire des outils afin de suivre le patient entre deux rendez-vous, parce que je les voyais très peu. Donc j'ai monté ma boîte en Psytech en 2016, je vous en reparlerai. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur d'être la présidente de l'association Mental Tech, qui réunit depuis quelques mois à peu près 25 startups en santé mentale et en tech, dont mes collaborateurs qui sont ici, et je suis très heureuse d'animer cette table ronde autour de ce panel d'acteurs vraiment représentatif de ce qu'on fait aujourd'hui en France en santé mentale. Alors je pense que vous n'avez jamais autant entendu parler de santé mentale que sur ces 2 dernières années. La crise sanitaire a fait vraiment émerger ce terme, et finalement, pour le coup, c'est une bonne chose. En revanche, bien sûr, quelle est la conséquence de ça ? Si on en parle également beaucoup, c'est parce qu'il y a une forte dégradation de la santé mentale des individus, liée notamment à la crise, bien sûr, sur ces 2 dernières années, d'où l'urgence et d'où cet enjeu du siècle, et d'où l'urgence de trouver des nouvelles façons de soigner et de prendre en charge la santé mentale, puisque, hélas, le besoin médical aujourd'hui ne suffit plus. Il y a une quinzaine de jours, l'OMS l'a rappelé, il y a 1 personne sur 8 qui vit avec un trouble mental, 1 personne sur 5 dans les zones de conflit, et la dépression, si on continue comme ça, sera la première maladie au monde en 2030, c'est-à-dire demain. Donc je vais, avec mes collègues, on va vous présenter nos solutions. J'ai pas de timer, donc c'est pas grave, mais attendez-vous à rester un moment avec moi. Alors, on va d'abord évidemment se présenter, chacun d'entre nous, présenter nos solutions, et peut-être la première chose, parce qu'en santé, et particulièrement en santé mentale, je trouve que ça a été assez problématique, le problème du business model. Donc voilà, quelle est votre entreprise, quelles sont vos solutions, qu'est-ce que vous faites là, et quel est votre modèle économique ? On va commencer par David, par exemple, je t'en prie. Merci Fanny, bonjour à tous. Donc David Labroche, je suis le cofondateur de la société Tricky. De formation, je suis médecin, j'ai fait ma thèse sur la gamification en santé, donc l'utilisation de jeux pour parler de santé et engager sur la prise de conscience et le changement de comportement. Chez Tricky, aujourd'hui, on développe des solutions qui sont basées sur un protocole d'intervention. Ces solutions, ça intègre de l'escape game, donc la situation en formation ludique. Et le protocole, ça va être une évaluation des croyances et des représentations avant intervention. 1 heure d'immersion pour pouvoir comprendre, appréhender et prendre conscience du sujet investigué, en l'occurrence sur la santé mentale, l'épuisement professionnel par exemple, et puis 1 heure de débriefing, de verbalisation sur un modèle comportemental pour comprendre non pas ce qu'on connaît vis-à-vis de la pathologie, vous avez plein de médecins qui malheureusement se suicident alors qu'ils connaissent par cœur le trouble dépressif, en revanche qu'est-ce qui freine au changement de comportement dans l'organisation de travail, dans le rapport qu'on a vis-à-vis de la thématique sur la santé mentale par exemple, et on va suivre les cohortes dans le temps. Cette solution, elle fait l'objet d'évaluations avec l'Agence nationale de la recherche sur certaines de nos interventions, comme sur la détection et la verbalisation émotionnelle. Et on intervient en fait dans la possibilité des acteurs de la prévention, que ce soit un établissement de santé, que ce soit un service santé au travail, de s'équiper de solutions validées qui permettent finalement à des acteurs de prévention de ne pas
tenter une innovation qui ne serait pas évaluée et certifiée lorsqu'on fait de la prévention, puisque lorsque vous prenez un médicament, vous vous attendez à ce que ça soit validé par les instances, ANSM, HAS, et ben on pense chez Tricky qu'il en est de même pour la prévention. Et donc, quand vous êtes une société, vous voulez que vos collaborateurs soient exposés à des messages et un contenu validé et certifié. Et notre métier est d'équiper les acteurs de prévention de ces solutions pour les déployer lorsqu'ils le souhaitent, en fonction de leur calendrier, de leurs contraintes, qui sont nombreuses dans un établissement de santé, par exemple. Guillaume ? Bonjour à tous, je suis Guillaume Necvive, cofondateur de Mocha.care. Alors nous, ce qu'on fait chez Mocha.care, c'est qu'on va accompagner les entreprises à prendre soin du mental de leurs équipes. C'est quelque chose qui a encore été longtemps ignoré. Pour ça qu'on a beaucoup de burn-out, de dépression, ou tout simplement de personnes qui broient du noir en entreprise, ce qui est un non-sens, je pense, sur le point de vue individuel, humain, et également au niveau de l'entreprise, parce que c'est ces ressources qui sont moins investies dans la mission de la boîte. Et alors concrètement, qu'est-ce qu'on va faire ? On va permettre aux employés d'avoir accès à des psychologues, des coachs ou des thérapeutes. Et les premières sessions vont être financées par l'entreprise, mais en aucun cas l'entreprise c'est recourant que par exemple, moi Guillaume, je suis allé voir un psychologue. Et en fait, cette notion de confidentialité va un peu tout changer. Comme il y a une approche assez positive et préventive, je vais me dire, tiens, ben, finalement, pourquoi est-ce que je ne prendrais pas soin de mon mental, comme je prends soin de mon corps, et donc pourquoi est-ce que je ne ferais pas ce premier pas ? Et la conséquence de ça, c'est qu'on a environ une personne sur 6 des employés qu'on va couvrir qui va aller voir un praticien dans l'année. Et c'est 30 à 40 fois supérieur aux lignes d'écoute psychologique qu'on pouvait avoir avant. Et on va également, pas uniquement mettre entre guillemets un pansement sur une plaie, mais faire en sorte d'adresser la santé mentale de manière structurelle. Et comment on va faire ça ? Avec de la formation et de la sensibilisation auprès des équipes RH, auprès des managers et auprès des employés dans leur ensemble. Et bien évidemment, la tech a toute sa place dans notre solution, notamment dans la remontée des données pour comprendre les enjeux de santé mentale les plus importants dans une entreprise donnée, et également pour permettre à chacun de faire de la psychoéducation, faire de la méditation, s'entraîner. Certaines personnes n'ont pas envie d'aller voir un psy. Nous, on n'a pas vocation à les obliger à y aller, mais simplement leur permettre de faire ce premier pas sur « je vais prendre le réflexe désormais de faire attention à comment je me sens ». Et la question du business model, c'est une très bonne question. Nous, on fonctionne un peu comme une mutuelle, c'est-à-dire qu'une entreprise, pour couvrir tous ses employés, va payer X euros par mois par employé. À l'inverse, par contre, d'une mutuelle, ce qui va se passer, c'est que l'entreprise va payer in fine à la fin de l'année en fonction de l'utilisation de Mocha.care. Et pourquoi on fait ça ? Parce que généralement, quand on parle de psychologie ou de santé mentale, d'autant plus en entreprise, pour être sincère, il y a beaucoup de scepticisme. Et donc les gens vont se dire, mais pourquoi est-ce que je vais payer pour quelque chose que je pense ne va pas être utilisé ? Et donc nous, on dit, c'est très simple, à la fin, vous allez payer pour ce qui sera utilisé. Et comme on sait qu'il y a environ 15 à 20% des gens qui vont aller voir un praticien dans l'année et 50% des gens qui vont aller conseiller du contenu et faire des exercices, on est assez confiant là-dessus. Donc c'est comme une mutuelle, mais in fine, c'est à l'utilisation. Merci. Yannick ? Bon, bonjour à toutes et tous. Donc, Yannick Tresco, je suis le CEO et le cofondateur de Resilience Therapeutics. Pour faire très rapidement, on développe des solutions hybrides de parcours qui ont vocation à devenir des thérapies numériques sur prescription. Et je reviendrai après, pour la prise en soin des événements traumatiques et le trouble de stress post-traumatique. Donc juste petite parenthèse, moi je suis pharmacien militaire de formation, blessé et devenu patient en 2017 d'un trouble de stress post-traumatique et du coup voilà la genèse du projet en fait Resilience. Donc nous on est assez holistique et intégratif, c'est-à-dire qu'on considère que les thérapies numériques sur prescription à validation clinique doivent être de parcours, c'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, on ne développe pas une brique technologique de manière verticalisée, mais plus un maillon et une chaîne de valeur qui vont en fait de la détection, de l'aide au diagnostic, télésuivi, monitoring, coordination et traitement sur la dernière des finalités. Pourquoi ? Parce que le patient il rentre dans le circuit de prise en soin d'un événement traumatique, donc aussitôt après, dans les premières heures, et il suivra en fait tout son parcours pour arriver à la rémission ou à la guérison. Question en fait du business model. Donc comme je vous l'ai dit, nous on s'inscrit dans une thématique et une vision pour tous. C'est-à-dire avoir un impact positif et pour pouvoir
avoir accès à ces soins en psychologie, on part sur le modèle en fait de remboursement des dispositifs médicaux. Donc, c'est-à-dire à la fois pour le télésuivi en inscription à LPP, mais également sur les accès précoces, forfait innovation, article 51, puisqu'on est sur une logique. Donc, nous, on a tracé en fait le développement économique et stratégique de Resilize France, Europe et international sur un modèle en fait de remboursement ou de prise en charge. Et j'exclus pas non plus en fait les mutuelles, et qui sont aussi mutuelles et prévoyance, qui sont aussi des cas et des segments qui demandent une prise en soin des événements traumatiques, comme par exemple post-accident de voiture, accident de moto ou autre. Merci. Bon, moi, j'ai les deux casquettes. Alors, je vais présenter également notre business model en quelques mots. Donc, ma société a été acquise par Care, qui est une société de téléconsultation qui avait envie de déployer une verticale santé mentale assez forte. Donc, je suis la directrice de la partie santé mentale de Care depuis 2 ans et demi maintenant. Donc, on a un service de téléconsultation pour améliorer l'accès aux soins et le suivi. Et puis également cette application Mon Sherpa, qui est une application gratuite, entièrement gratuite, et qui va accompagner à base d'exercices de thérapie les patients en souffrance psychologique. Et donc finalement, nous, business model encore différent, Mon Sherpa est entièrement gratuit et va être finalement considéré plutôt comme un produit d'appel vers la téléconsultation en santé mentale. Quelqu'un qui télécharge Mon Sherpa, s'il a des marqueurs avérés de dépression, d'anxiété ou d'autres problématiques, on va l'encourager à faire une téléconsultation sur notre solution Care. Et puis après, en effet, Care travaille également avec des mutuelles, des universités dans un modèle un peu plus classique du B2B. Donc c'est vrai que c'est assez intéressant puisqu'on a chacun finalement des modèles différents et assez représentatifs de l'écosystème. Maintenant, je vais peut-être vous poser quelques petites questions courtes qui, par exemple, moi, la première chose que j'avais envie de savoir, et même par rapport à mon expérience, qu'est-ce que vous avez un peu retenu, ou qu'est-ce que vous êtes en train de retenir de votre aventure d'entrepreneur? Qu'est-ce que vous avez comme fail, comme win à nous partager ou comme conseil à nous donner? Yannick, je te redonne la parole. Ouais, je la reprends aussitôt. Non, comme je vous l'ai dit en introduction, on va dire le côté patient et entrepreneur. Et en plus, je rajouterais professionnel de santé. Donc, depuis le début du projet, on va dire avant la pandémie du Covid, en gros, santé mentale, ça, je pense qu'on en est tous conscients, il fallait surtout pas en parler. Les événements traumatiques, il fallait surtout pas en parler. Le trouble de stress post-traumatique, on fait autruche. Et c'était finalement une grosse difficulté pour nous. Et beaucoup de questions, c'était « mais t'es patient ou t'es entrepreneur ?» T'es patient ou t'es professionnel de santé? Et en fait, c'était toujours ces balles de ricochet. Et je disais, mais on est les trois. Et justement, c'est là où c'est la force. Et malheureusement, ou grâce, avec la pandémie du Covid, beaucoup de choses se sont inversées. Et sauf que maintenant, mais c'est super bien d'avoir quelqu'un qui a à la fois les trois et qui a une vision très holistique et 360 de la prise en charge d'un patient en psychiatrie. Voilà. Donc finalement c'était ce petit côté. Alors c'est pas un win, c'est pas un fail, puisqu'en fait ça a évolué, mais voilà, c'était petit exemple. Triple casquette. Triple casquette, exactement. Et toi, Guillaume, alors Mokaka, raconte. Moi je pense qu'il y a un enjeu auquel on est tous confrontés en tant qu'entrepreneur, et même au-delà d'ailleurs des entrepreneurs, c'est de faire attention à sa propre santé mentale. Quand on monte une boîte, c'est quand même beaucoup de stress, c'est quand même beaucoup d'enjeux. Il faut réussir à être bon dans tous les domaines. Et donc, et c'est d'autant plus important de le faire quand on monte une boîte dans la santé mentale, bien évidemment. Et donc, moi, j'ai été confronté forcément au sujet. Et en tant qu'entrepreneur, il y a toujours un énorme enjeu dès le départ de la construction d'une boîte et encore après, et qui va suivre la vie de l'entreprise, c'est la relation avec ses associés. Est-ce que ça se passe bien? Et moi, du coup, un conseil que je donne toujours quand on me pose la question, c'est de mettre en place des purges. Alors, qu'est-ce que c'est des purges? Moi, c'est ce que j'ai fait avec mon associé. C'est au début du projet, on a essayé de, toutes les 2 semaines, prendre 1 heure et de se dire, écoute, dans les dernières semaines, tu as dit ça,
ça m'a vraiment pris d'énergie. Pourquoi tu as dit ça? Pourquoi tu as fait ça? J'ai pas compris. Et à l'inverse, quand tu as dit ça ou quand tu as fait ça, j'ai vraiment plu. Ça m'a vraiment plu, ça m'a vraiment rapproché. Je me suis dit, OK, on avance dans le même sens, etc., etc. Et donc, je pense que pour bien prendre soin de sa santé mentale en tant qu'entrepreneur, c'est vraiment important de mettre en place des rituels de ce type avec ses associés. Tu fais de la thérapie de couple avec ton associé, en fait. Alors, c'est pas comme ça que je le pitch, mais c'est un peu ça, en effet. Et toi, David, alors? Dans les wins, je pense que c'est le market fit. J'avais une première boîte avant où on a mis un peu de temps à avoir un market fit. Et là, sur le travail de thèse, quand tu as un service santé au travail qui t'appelle et qui te dit « mais ton sujet de thèse, je le veux dans mon service santé au travail », enfin, moi, ça m'était jamais arrivé. Une traction de marché, c'est vraiment chouette pour un entrepreneur, surtout quand on n'a pas encore starté. Après, l'efficacité du dispositif, parce que c'est valorisant de se dire qu'on va orienter sur une population dans un établissement de santé. Vous prenez les stats qu'on a aujourd'hui, vous avez 20% de la population qui va dire « je me sens en difficulté type épuisement professionnel, mais je ne me sens pas la capacité d'aller rencontrer un psychologue, un psychiatre, un service santé au travail ». On en envoie un tiers d'entre eux vers un professionnel. Ça, c'est une vraie fierté. Dans les difficultés, à la fois le market fit, mais le problème c'est quand on veut après tout faire et là on s'éclate quoi. Donc c'est rester focus. La vraie difficulté pour un entrepreneur c'est celle-ci. Et quand on est médecin et qu'on entreprend dans la santé, la vraie difficulté c'est qu'il n'y a pas de formation d'entrepreneur, mais encore moins chez les médecins. Je pense que c'est un vrai gros problème. Donc manque de compétences dans l'entrepreneuriat et qui est soldé que par l'échec et la capacité à pouvoir réessayer. Ouais, je vais rebondir un petit peu là-dessus. Moi aussi, je pense en tant que médecin psychiatre, évidemment, le manque d'expertise sur d'autres sujets, mais aussi, moi, peut-être, ce à quoi j'ai été confrontée, c'est, et je m'y attendais pas, plutôt un bon accueil du public, des patients, quand j'ai monté cette application Mon Sherpa de suivi et d'accompagnement psychologique, mais un pas très bon accueil de mes collègues, en fait, de mes confrères psychiatres, qui voyaient ça comme une sorte de haute trahison que de déployer un outil qui allait à terme totalement les remplacer, ce qui n'était bien sûr absolument pas ma prétention. Ces outils numériques, et je le rappelle, c'est ce qu'on appelle la relation thérapeutique augmentée. L'humain, il est toujours au bout de la chaîne et ils sont là pour accompagner le patient et aider également le professionnel de santé à améliorer sa qualité de soins, mais évidemment que l'humain reste irremplaçable. Ma deuxième question, mais peut-être qu'il y a des choses que vous avez déjà dites, mais voilà, on parlait aussi donc des barrières, les gros freins que vous avez rencontrés, c'est-à-dire dans le sens en quoi c'est plus difficile d'entreprendre en santé mentale que dans les autres domaines de la santé. Guillaume, toi, qu'est-ce que tu en penses ? Oui, je pense qu'il y a des barrières un peu historiques sur notre perception de la santé mentale, notamment qui font qu'on a trop souvent, et encore aujourd'hui d'ailleurs, opposé performance et santé mentale. Et donc quand on parle de santé mentale en entreprise, on se dit « oui, mais l'entreprise, c'est le monde de la performance. Donc pourquoi est-ce que tu viens de me parler de santé mentale ?» Et donc il faut réussir à montrer qu'à l'inverse, en fait, en permettant aux gens d'être épanouis, d'avoir confiance en eux, de tout simplement se sentir bien, eh ben, c'est un vecteur de performance également. Et malheureusement, on a encore trop tendance à ignorer tout cela, à ignorer les dépressions, à ignorer les burn-out à répétition, et à attendre d'être dans le rouge, que ce soit de l'employeur ou même les employés, avant de réagir. L'employeur qui ne va pas mettre un environnement de travail sain pour ses employés, et même les employés ou les individus en général, qui vont attendre qu'il soit un peu trop tard avant de se dire « tiens, et si je faisais attention à comment est-ce que je me sens ?» Alors que si on prend du recul, finalement, c'est peut-être la chose la plus importante qui soit. Merci. Yannick ? Moi, du coup, je vais parler en fait patient. Parce que généralement, on dit ouais, c'est difficile en fait de convaincre en fait les patients d'utiliser. Et ça, finalement, c'est, je pense, une barrière en fait qui n'est pas réelle. Et les patients en fait sont demandeurs. Et il y a deux grosses conditions. La grosse condition, c'est de leur montrer en fait qu'au niveau validation clinique, résultat, parcours, il y a un gain pour eux dans leur quotidien. Et puis l'autre côté derrière, c'est la transparence. C'est-à-dire que plus on va être transparent avec eux, notamment sur les thérapies numériques, sur les données de santé ou les données émotionnelles, plus on va leur dire, bah oui, effectivement, tes données, on les capte, tes données, on les stocke de manière en fait sécurisée. Plus le patient, il est volontaire pour rentrer dans des protocoles de recherche et que lui-même, en fait, il participe. Et donc ça, c'est un gros point. Ce qui est compliqué encore à
à ouvrir en fait chez les patients, c'est qu'il y a beaucoup de stigmatisation. Donc on le voit en fait au travail, avec la santé mentale au travail et autres, mais sur des pathologies psychiatriques bien installées, donc troubles de stress post-traumatique, bipolarité ou autres, la stigmatisation est très très forte. Et là c'est un gros frein qu'il faut continuer d'évangéliser, qu'il faut continuer en fait d'expliquer, et que à la différence d'autres pathologies comme le cancer, finalement, on va le prendre tout de suite en charge. On va se dire ah bah oui mais c'est super grave, la personne elle peut mourir. Et ben en psychiatrie. Et c'est des choses, comment on m'a dit, la psychiatrie, elle tue. Moi, on m'a dit, mais la psychiatrie, elle tue pas. Si, c'est 10 ans en fait, d'espérance de vie en moins, et c'est de nombreux en fait, suicides qui sont dus à des pathologies psychiatriques non prises en charge. Et toi, David ? Moi, je dirais que le gros sujet, c'est évidemment ceux qui ont été cités, évidemment, mais c'est l'imputabilité. Vous vous cassez la jambe, vous allez voir un orthopédiste, il vous répare avant, après. Je veux dire, il n'y a pas besoin d'une radio pour comprendre que la jambe, elle est plus cassée. Quand vous avez un trouble dépressif majeur, quelle est l'imputabilité d'une action de prévention ou d'accompagnement sur la pathologie? On pourra vous dire oui, peut-être qu'il a retrouvé du job, peut-être qu'il s'est passé ci ou il s'est passé ça. Et donc c'est la capacité à pouvoir montrer le lien entre l'intervention qu'on propose, encore pire en matière de prévention, et c'est ce qu'on rencontre nous, et ce qu'on essaye de combattre au quotidien bien sûr, mais c'est l'imputabilité. Puis la deuxième, c'est surtout qu'on est dans un monde curatif. Donc pour le monde préventif, lorsque vous faites de la prévention sur le trouble dépressif, on a tout un tas de biais cognitifs qui va vous dire finalement non, dans l'entreprise de mon concurrent ça se présente, dans l'établissement non, chez moi il n'y a pas d'épuisement professionnel évidemment. On a tous ce biais d'optimisme comparatif et qui pose problème sur l'accessibilité et la diffusion de nos solutions bien sûr. Tout à fait, je rebondis là-dessus. Il y a le curatif, le préventif. Et alors en préventif, encore plus qu'en curatif. En plus, c'est vrai que moi, ce qui était compliqué, c'est que les Français, on n'est pas des très très bons payeurs sur notre santé. Et alors encore plus, si on parle de santé mentale, effectivement, si on a très mal aux dents, on va aller payer le dentiste parce que de toute façon, on est trop en souffrance. Alors si on parle santé mentale, c'est un peu plus compliqué d'aller payer pour sa santé mentale. Et alors si en plus, là, on parle de prévention d'un trouble qui n'est même pas encore déjà là. Moi, je trouve que ça a été une vraie difficulté. Dernière question avant de conclure. Qui est-ce qu'il faut convaincre du coup de cette nécessité de traiter la question de la santé mentale? Moi, je vous l'ai déjà dit, ceux que j'ai eu besoin de convaincre, ce sont mes pairs, mes confrères psychiatres, en apportant vraiment de la preuve, une coloration scientifique, et puis vraiment de la psychoéducation pour les rassurer, pour leur expliquer que les outils numériques n'étaient pas là pour les remplacer, mais pour compléter leur expertise. Toi, David, qui est-ce que tu devrais convaincre? S'il y en avait qu'un à convaincre, ça serait qui alors? Un seul, c'est compliqué parce que on est dans un monde complexe, mais nous, on voit par exemple, c'est le fait de faire co-construire nos solutions par des partenaires comme les CARSAT, donc la branche accident de travail, maladie professionnelle de la Sécu. Et quand ils sont porteurs et qu'ils sont à la genèse de la solution, tout de suite, ils vont pouvoir être embarqués dans la recommandation et le fait qu'elle soit prescrite d'une certaine façon. Donc c'est finalement comment on embarque ces acteurs qui sont... L'administration, quoi. Exactement, dès le départ, et montrer avec eux l'efficacité et mettre des indicateurs de qualité et d'efficacité. Je pense que c'est ça, ils sont formés là-dessus et le médicament est comme ça et la prévention doit l'être. Et heureusement, on a la data et on a le numérique pour le faire maintenant. Guillaume, je sens que tu vas me parler DRH, je ne sais pas pourquoi. Non, en effet, nous, chez Mocha.care, les personnes qu'on doit convaincre en priorité sont les DRH et dirigeants d'entreprise. Et parce qu'en fait, le fait de parler de santé mentale en entreprise pose la question de quel est le rôle de l'entreprise dans la santé mentale de ses équipes. Jusqu'où elle doit aller, qu'est-ce qu'elle doit faire. Et ça, c'est un peu une question philosophique et existentielle. Il n'y a pas de bonne raison et de bonne réponse, il n'y a pas de vérité absolue. Par contre, ce qui est certain à mes yeux, c'est que c'est dans l'intérêt de l'entreprise de le faire. Et pour ça, pour lui montrer que c'est dans son intérêt, d'un point de vue, j'ai envie de dire, purement rationnel et froid, au-delà d'aider ses équipes à se sentir bien, c'est de montrer l'impact, comme tu disais, David. Et donc là, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va montrer au DRH l'impact sur 3 dimensions. Au niveau de l'attractivité, donc sur la marque employeur, au niveau de l'engagement, si on arrive à diminuer le nombre de burn-out, aider les gens à être plus motivés, plus efficaces au travail, c'est un énorme impact. Et après, au niveau de la rétention. Et donc,
c'est là qu'il y a un énorme enjeu. Comment est-ce qu'on fait pour prouver cet impact, sachant que mesurer l'impact de la santé mentale, c'est extrêmement compliqué. Et c'est là où le numérique intervient, pouvoir collecter des données de manière anonymisée, agrégée, et donc confidentielle, permet de faire cela. Merci. Yannick? Bah forcément, tu sais le point de vue en fait que je vais Patient. avoir. Patient centrique. Non, alors moi, c'est pas forcément convaincre, c'est embarquer. C'est-à-dire le patient, avec tous les arguments que j'ai donnés avant, hein, le patient il doit être embarqué en fait très très tôt et il est demandeur. Et ça, il faut pas l'oublier. Et là où il y a peut-être quelque chose à convaincre, c'est sur le problème de la fracture numérique. Généralement, on dit ah oui non mais sur les patients en psychiatrie, fracture numérique, ils peuvent pas utiliser les outils. Ok, soit. En revanche, un patient en psychiatrie, et Fanny pourra le témoigner en tant que psychiatre, plus il a une pathologie qui est grave, invalidante, handicapante, il a à côté de lui un aidant, un père aidant ou un réseau en fait qui l'aide. Utiliser une application mobile, Mon Sherpa ou autre, l'aidant en fait peut l'aider pour se checker, pour avoir un certain nombre en fait de symptômes ou faire. Donc finalement, c'est pas le patient à convaincre, c'est plus en fait ceux qui vont se réfugier derrière cette fracture numérique pour implanter en fait totalement le numérique en santé mentale et pouvoir avancer avec le patient en construisant les parcours avec lui. Merci. Donc j'en arrive déjà au mot de la fin. On va essayer de finir sur une petite touche positive. Si vous aviez un vœu, un coup de baguette magique à donner, donc pas un truc personnel, hein, on est d'accord, on parle santé mentale. Hein. Donc moi, je pense que ce serait justement d'introduire la santé mentale dès le plus jeune âge afin d'améliorer la prévention. On apprend aux enfants à se laver les dents, il y a de l'éducation sexuelle à l'école, il y a de l'éducation civique. Je trouve que ce serait hyper intéressant d'avoir de l'éducation en santé mentale dès l'école pour expliquer qu'il faut savoir parler de ses émotions, que ça n'est pas un tabou de ne pas être bien, d'être stressé et qu'il faut savoir le communiquer à ses proches et qu'il n'y a pas de honte là-dedans. Voilà, moi, ce serait ça mon vœu pieux. Et vous alors, David ? Moi, j'aimerais bien supprimer certains biais cognitifs qu'on est tous malheureusement empreints, comme penser que ça n'arrivera pas. Je ne ferai pas d'analogie avec le film Don't Look Up, hein, mais s'il n'y avait pas eu le Covid, on n'aurait probablement pas eu de mesures d'hygiène, etc. Mais il a fallu le Covid. Donc ça serait bien en fait qu'on n'arrive pas à avoir une désertion de tous les établissements de santé, des soignants ou des entreprises parce que les gens ne vont pas bien, et qu'on fasse du préventif avant que ça ne soit trop tard. Et je pense qu'il est encore temps d'agir, mais le temps presse. Merci. Guillaume ? Moi, si je devais souhaiter quelque chose, ce serait que la santé mentale devienne un vrai standard en entreprise, au même titre que la mutuelle. Et si on en croit la loi de Schopenhauer qui dit au début c'est ridicule, après ça fait peur, et ensuite c'est une évidence, eh bien mon vœu, ce serait qu'on fasse un grand coup vers l'évidence. Merci. Et toi alors Yannick, le mot de la fin ? Moi du coup, ça serait l'État. Pourquoi ? Parce que l'État, c'est le plus gros employeur de France et que finalement, les institutions ou autres nous demandent de mettre en place la santé mentale, de prendre en soin, etc. Et je pense que mon plus gros vœu serait que l'État se dise « Ok, tous mes employés, tous les fonctionnaires, je les suis au niveau de leur santé mentale et je montre l'exemple justement pour toutes les entreprises qui sont à côté. » Donc voilà, mon souhait, c'est que ce soit l'État soit le meilleur exemple de la prise en soin de la santé mentale. Merci beaucoup à tous de votre attention.